L'univers des comics Marvel est vaste et généreux en personnages et en lieux divers. Bien entendu, nous connaissons les sagas de Spider-Man ou des Fantastiques, mais quand il s'agit de s'intéresser à certaines séries, j'avoue me heurter parfois à un manque de lisibilité quand l'histoire de certains personnages traverse les arcs narratifs d'autres personnages sans avoir véritablement leur saga officielle. Pour moi, les Inhumains entrent dans cette catégorie de sagas difficiles à suivre. Mis à part Flèche Noire et la pulpeuse Medusa, je ne suis pas très au fait de l'histoire du reste du groupe. Surtout connu pour leurs apparitions dans les Fantastic Four, les Inhumains souffrent de ce déficit de clarté quand il s'agit de suivre leur histoire de A à Z. J'ai donc demandé à un passionné de la famille royale d'Attilan de m'écrire une vidéo qui résumerait ce qu'il faut retenir des Inhumains. Mesdames et messieurs, je vous propose de partir à la découverte, en ma compagnie, des Inhumains, dans cette vidéo écrite par CapFab, le talentueux passionné et taulier de la page Facebook Black Bolt Monarch of Inhumans, que je ne saurais trop vous conseiller si vous voulez en savoir plus sur ce groupe marvelien assez atypique. Il existe une espèce évoluée qui a su bâtir une civilisation très avancée dans le plus grand secret de l'humanité. Cette civilisation trouva refuge dans un sanctuaire secret nommé Attilan. Des expériences furent menées afin de savoir ce que pouvaient donner d'étranges brumes dites tératogènes sur les habitants de la cité. De ces expérimentations sont nés des êtres aux capacités extraordinaires que l'univers Marvel appelle les Inhumains. Les Inhumains sont apparus pour la première fois en décembre 1965 dans le Fantastic Four numéro 45 de Stan Lee et de Jack Kirby. Les lecteurs français ont pu lire cet épisode dans le premier album consacré au Fantastique chez Lug en 1973, appelé Les Inhumains sont parmi nous, mais également dans le 39e album des Fantastiques en avril 1986 en guise de seconde édition. Très vite, le peu causant Flèche Noire, la chevelue Médusa, mais également Karnak, Triton, Gorgone et Crystal sont devenus des personnages marquants de l'univers des Fantastiques. S'ils apparaissent occasionnellement dans l'univers Marvel à l'époque, la Maison des Idées va tenter de leur donner un rôle plus important, et ce, à intervalles réguliers. Notons toutefois que les personnages de la célèbre Médusa ou de Gorgone apparaissent plus tôt, respectivement, dans les Fantastic Four 36 et 44. Par ailleurs, Attilan, la cité des Inhumains, est mentionnée pour la première fois quelques années plus tôt dans une aventure de Tuck le garçon des cavernes, écrit et dessiné par Jack Kirby, et publié dans Captain America Comics numéro 1 de 1941. Il y est question d'une cité où demeure une race très avancée sur le plan de l'évolution, alors que l'Homo sapiens n'en est encore qu'à l'âge des cavernes. Et il est évident que l'idée des Inhumains traînait dans l'esprit de Jack Kirby depuis cette époque. L'un des documents précieux nous permettant d'aborder les origines des Inhumains est le Strange Special Origin 208 d'avril 1987. Lug a eu la bonne idée de compiler les courts récits traitant des origines des Inhumains vus dans les tomes 146 à 152 datant de 1967 à 1968. Il y a environ 25 000 ans, un vaisseau de patrouille Kree circulant dans le système solaire a bâti un vaisseau conduit par les Éternels, une branche de l'humanité qui avait été créée sur Terre par les Célestes. Les scientifiques Kree étudièrent l'un des Éternels nommé Harlock, qu'ils avaient capturé, et ils furent fascinés par ses pouvoirs surhumains. Une fois décédé, le pauvre fit l'objet d'une vivisection par les scientifiques. Réalisant que les Terriens possédaient un potentiel génétique unique, les Kree envoyèrent une expédition scientifique sur la Terre qui accomplit plusieurs expériences sur les humains dans le but de créer une armée de surhumains à leur service. Et leur création possédait une force supérieure à la moyenne et une espérance de vie allongée. Cependant, pour des raisons encore inconnues de nos jours, les Kree abandonnèrent finalement leur création, et les humains évolués, bientôt baptisés les Inhumains, créèrent leur propre société à part du reste de l'humanité. Les Inhumains s'installèrent dans une cité dans le nord de l'océan Atlantique qu'ils baptisèrent Attilan. Ils devinrent l'une des civilisations les plus évoluées de la planète, dépassant même les Éternels de la Terre sur le plan des découvertes scientifiques. Leurs principales avancées se firent dans le domaine de la génétique. Quand le grand cataclysme détruisit Atlantis et restructura la Terre, aux alentours de 18 000 avant notre ère, Attilan résista aux secousses, devenant l'objet de légende auprès du reste de l'humanité. Les Inhumains entourèrent leur cité avec un dôme protecteur, altérant de manière subtile leur environnement intérieur, et commencèrent à faire référence à Attilan sous le nom du Grand Refuge. C'est alors que le généticien Randak découvrit à cette époque la brume terrigène, un catalyseur chimique gazeux issu des cristaux terrigènes, susceptible d'accomplir sur une seule génération d'immenses progrès génétiques.
Randak instituant un programme d'exposition des autres inhumains aux brumes terrigènes s'il le souhaitait. Cependant, la brume commença à provoquer des mutations génétiques chez les nouveau-nés, et bientôt la moitié de la population des inhumains développa des mutations, modifiant complètement leur apparence humanoïde. Le Conseil décida alors que toute exposition au terrigène devait être précédée d'une analyse génétique très poussée du candidat, mais les dégâts au patrimoine génétique commun des inhumains étaient déjà faits. Peu à peu, au fil des années, le passage dans les brumes devint un rituel, faisant entrer tous les jeunes inhumains dans l'âge adulte. Il y a environ 110 ans, un inhumain appelé Agon fut élu au conseil génétique. Devenu l'un des meilleurs généticiens des inhumains, il fut nommé une dizaine d'années plus tard comme roi des inhumains. Agon convainquit son épouse, Rinda, de se soumettre elle-même aux brumes terrigènes alors qu'elle était enceinte. Leur fils aîné, bientôt connu sous le nom de Flèche Noire, ou Black Bolt en VO, devint le plus puissant des inhumains. Dès sa naissance, il posséda une voix tellement puissante qu'elle pouvait raser les montagnes. Flèche Noire fut élevé dans une solitude complète et dut apprendre à contrôler ses pouvoirs et à rester muet, sous peine de provoquer d'immenses destructions. Flèche Noire peut absorber les électrons pour augmenter sa force, sa vitesse, son endurance et sa résistance physique, voler ou envoyer des rafales d'énergie. C'est par son antenne positionnée sur son front qu'il peut mieux canaliser ses capacités. Quand il parle, il libère des électrons sous forme d'une rafale sonique assez puissante pour détruire tout son entourage. Ainsi, il est condamné à rester muet. En raison du danger extrême posé par ce pouvoir, Flèche Noire a suivi un entraînement mental rigoureux pour s'empêcher de faire entendre le moindre son, même dans son sommeil. Il reste généralement complètement silencieux, s'exprimant grâce à la langue des signes ou via un porte-parole, principalement sa compagne Medusa. Sa plus grande force est son handicap, c'est ce qui en fait un personnage atypique. Agon convainquit sa fratrie de suivre l'exemple de Rinda, ce qui conduisit à la naissance d'une génération d'inhumains royaux tous dotés de capacités fantastiques, dont Medusa, qui peut animer sa chevelure aussi dure que l'acier. Sa sœur Crystal, elle, contrôle les 4 éléments. Nous avons également l'amphibien Triton, Gorgone dont les sabots peuvent provoquer de redoutables séismes, et Maximus, frère de Flèche Noire et fils cadet d'Agon, qui dispose de pouvoirs mentaux. Le frère de Triton, quant à lui, le fameux Karnak, n'a pas subi la terrigénèse, optant plutôt pour la méditation et le combat à main nue jusqu'à ce qu'il puisse déceler le point faible de chaque objet et frapper avec suffisamment de force pour le briser. La famille royale est souvent accompagnée du compagnon de cristal, le canidé intelligent Gueule d'Or, qui peut se téléporter à travers l'espace-temps. À l'âge de 19 ans, Flèche Noire vit enfin prendre fin sa vie solitaire et puis rencontrer le reste de sa famille. Il fut immédiatement attiré par sa cousine, Medusa, mais tout aussi vite s'attira l'inimitié de son frère, Maximus. Flèche Noire tenta pourtant de sympathiser avec son frère, mais découvrit rapidement qu'il s'était allié aux Cris, qui s'intéressaient de nouveau à la Terre depuis l'apparition des surhumains dans la population. Maximus avait promis aux Cris de les aider à asservir les inhumains selon leur intention originelle. Flèche Noire affronte son frère et abattit le vaisseau Cris avec son pouvoir sonique, mais le vaisseau s'écrasa sur le bâtiment du conseil génétique, tuant Agon et Rinda sur le coup. De son côté, Maximus devint fou suite à l'exposition à bout portant du cri de Flèche Noire, et celui-ci, avec le cœur lourd, dut assumer la souveraineté sur les inhumains en succédant à son père. Bien que dément, Maximus était toujours déterminé à s'emparer du trône de Flèche Noire. Il transforma alors 3 primitifs alpha en tricones, une trinité d'êtres énergétiques surpuissants, et les envoya à la tête des autres alphas attaquer Attilan, provoquant la première guerre civile d'Attilan depuis des milliers d'années. Les primitifs alpha sont une race de serviteurs sous-humains asexués créés génétiquement par le clonage aux alentours de 2000 avant notre ère, êtres à l'intelligence réduite et chargés d'accomplir tous les travaux manuels et les tâches vénielles d'Attilan. Après cette création, le Conseil imposa de nouveau l'interdiction des expériences sur le clonage, à l'exception de celles aboutissant à la création de nouveaux alphas. Ainsi, les inhumains partagent encore Attilan avec les primitifs alpha, même si leur création s'est totalement arrêtée au cours des dernières années. En tout état de cause, les origines de la création des alphas devint bientôt le secret le plus honteux des inhumains. Cette histoire fut développée en détail dans le comics The Inhumans, The Untold Saga dans les années 90. Exposés à la brume terrigène par Maximus, 3 alphas devinrent un être surpuissant sous la forme de 3 sphères d'énergie. La puissance mentale du tricone nouvellement formé est ensuite utilisée pour lancer une attaque totale contre le Grand Refuge et sa population, tandis que le reste des alphas primitifs attaquèrent au sol en rébellion ouverte. Pris au dépourvu et submergés par l'attaque à 2 volets, les choses vont rapidement à l'encontre de la famille royale, les forçant à diviser leurs forces pour tenter de reprendre le contrôle. La stratégie décidée par la famille royale manquait d'expérience. Black Bolt, dont le pouvoir semblait
semblait le mieux adapté pour défier le Tricon, s'occupa du premier front afin de maîtriser les forces alpha sur le terrain, car en grand nombre et en prise avec la population des Inhumains. Sur le second front, face au Tricon, Medusa décida d'une attaque aérienne en solo. C'est ainsi qu'elle fut touchée par une attaque mentale et sous la violence du choc, elle fut éjectée assez loin du grand refuge, devenant amnésique. Grâce au pouvoir combiné de Black Bolt et de Gueule d'Or, qui ouvrit un passage interdimensionnel vers la zone négative, le Tricon fut vaincu par le jeune monarque. Pendant ce temps, au grand refuge, Maximus a capitalisé sur le chaos et pris le pouvoir, allant même jusqu'à revêtir la couronne. Profitant du fait que Black Bolt dut gérer les deux fronts, il en profita pour capturer des otages, dont les parents de Gorgone, menaçant de les tuer si Black Bolt ne lui cédait pas le trône. Flèche Noire dut abdiquer et Maximus devint à son tour roi des Inhumains, pendant que le reste de la famille royale partait en exil à la recherche de Medusa. L'errance de la famille royale dura une dizaine d'années. Après avoir erré, Medusa se retrouva en France devenant une voleuse de bijoux sous l'influence de Paul Dumas. Trahie par ce dernier, Medusa n'a d'autre choix que de laisser derrière elle sa vie d'aisance et d'indépendance nouvelle et de redevenir une fugitive. Mais avant qu'elle ne s'enfuit trop loin, Gorgone l'intercepte et tente de la ramener, mais ce fut sans succès, la belle étant toujours amnésique. C'est dans le Fantastic Four numéro 36 de 1965 que le sorcier découvrit Medusa. Ennemi de la torche humaine des 4 Fantastiques, il la convainquit de rejoindre les Terrifiques sous le nom de Madame Medusa. Cet épisode est paru dans le Marvel numéro 8 en novembre 70. Les exploits des Terrifiques et leur combat contre les 4 Fantastiques attira de nouveau l'attention de Gorgone puisque la famille royale d'Attilan, alors en exil, s'était donné comme objectif de retrouver la belle aux cheveux rouges. La réunification de la famille royale se fit dans le premier album des Fantastiques, paru en juillet 1973, regroupant quelques scènes épiques où Flèche Noire, à lui tout seul, met en déroute les 4 Fantastiques. À nouveau réunie, la famille royale décide de retourner à Attilan pour en chasser Maximus, avec la complicité des 4 Fantastiques. À Attilan, le souverain fou chercha à s'emparer de Medusa pour en faire sa reine, mais Flèche Noire reprit finalement sa couronne. Maximus, pour se venger, enferma Attilan à l'intérieur d'une barrière d'énergie négative, coupant tout contact entre la cité des Inhumains et le monde extérieur, laissant juste assez de temps aux Fantastiques pour évacuer la ville. Vous avez pu voir l'épilogue de ce premier run sur les Inhumains dans le Fantastic Four numéro 48, datant de mars 1966, épisode célèbre pour avoir introduit Galactus et le Silver Surfer dans l'univers Marvel. La Torche Humaine, cherchant à retrouver Crystal, passe des mois à tenter de pénétrer la barrière et les lecteurs français ont pu voir le désarroi de Johnny dans l'album luguien de la Panthère Noire, paru en avril 1974, dont le récit original est tiré du numéro 54 des 4 Fantastiques. Finalement, Flèche Noire détruisit la barrière avec son pouvoir sonique dans le numéro 59, relaté dans l'album Le Docteur Fatalis en août 74. Enfin réunie à Johnny, Crystal quitta quelque temps Attilan pour sortir avec lui. Elle devint même pendant un temps la remplaçante de Jane Richards, alias l'Invisible, au sein des 4 Fantastiques durant la grossesse de celle-ci et dans les semaines qui suivirent l'accouchement. Cependant, après avoir passé plusieurs mois dans le monde extérieur, Crystal, les Fantastiques et les Inhumains réalisèrent que leur système immunitaire avait une très faible tolérance envers la pollution moderne et Crystal dut rompre avec Johnny pour rentrer en Attilan. À partir de là, les Inhumains continueront à faire de nombreuses autres apparitions dans les 4 Fantastiques, notamment face à Psychoman avec Black Panther, que les lecteurs français ont pu lire dans le Special Strange numéro 4 de juin 1976, avec cette superbe couverture de Jean Frisano. Initialement, Stan Lee avait prévu de lancer une bande dessinée Inhumans en 1967, mais cela a été mis de côté. On retrouve quelques temps après les Inhumains face aux géants de jade dans Hulk King Size Special numéro 1 de 1968. Les Inhumains reviendront souvent dans leur rôle familier de stars invitées, comme par exemple dans les Fantastic Four 82 et 83 en 1969. Récit apportant peu de nouvelles informations sur eux, comme si les Inhumains n'avaient qu'une seule intrigue. On peut voir ces épisodes dans l'album Maximus, paru en juillet 1976. Les Inhumains deviennent donc des super guests employés ici et là, principalement dans les 4 Fantastiques, faute d'avoir un vrai projet narratif d'envergure sur ces personnages singuliers. Toutefois, 3 héros arrivent tout de même à avoir des apparitions régulières. À commencer par Triton, l'amphibien des Inhumains qui est aperçu comme étant à l'origine récurrente d'intrigues intéressantes d'un point de vue narratif et que l'on retrouvera à plusieurs reprises en compagnie de Namor. On le verra aussi avec la chose dans le Marvel 2-in-1 numéro 65 paru dans le Special Strange 42. De même, Medusa sera vue à plusieurs reprises dans les publications des années 70 et 80. Qu'elle soit ennemie ou alliée de nos héros, ce charmant personnage est totalement intéressant de par ses facultés propres et sa plastique superbe. Oh, you touch my tra-la-la.
Medusa possède la capacité psychocinétique d'animer ses cheveux pour effectuer un certain nombre de prouesses, y compris l'allongement de ceux-ci à près de 2 fois leur longueur normale, ce qui est pas mal quand on sait que ses cheveux mesurent jusqu'à 1,80 m lorsqu'ils sont détendus, et elle peut les utiliser pour soulever et déplacer des objets lourds jusqu'à une limite de 1,6 tonne. Ah oui, on est précis. De même, elle peut faire claquer ses cheveux dans l'air comme un fouet. La pointe de ses cheveux se déplace alors plus vite que la vitesse du son. En utilisant ses cheveux, Medusa est devenue une cambrioleuse accomplie. Elle est également capable de conserver un certain contrôle sur ses cheveux après les avoir coupés et lorsque ceux-ci sont séparés de son cuir chevelu. Outre ces éléments, elle est surtout la compagne du plus puissant des Inhumains, Black Bolt. Personnage sous-exploité de Marvel, il en est pourtant l'un des plus puissants. Comment ne pas être séduit par le chara-design du personnage? À l'image de cette couverture du Nova 38, il inspire une force tranquille et une certaine autorité naturelle, alors qu'il ne marque aucune attitude en ce sens. Le personnage n'a pas été réduit à sa simple expression de son cri sonique. Il est aussi costaud que Hulk sur le plan de la force brute et ses capacités au complet, avec le contrôle des gravitons et son cri sonique en font un adversaire exceptionnel. Toute la puissance et le charisme de Black Bolt apparaissent dans un épisode exceptionnel du Marvel 2-in-1 annual numéro 4, paru en décembre 79. Cette histoire, en 2 parties, a été écrite par David Michelinie, avec Bob Budiansky et Bruce Patterson au crayon. Le roi d'Attilan demande de l'aide aux 4 Fantastiques suite à une série de catastrophes supposées surnaturelles au sein de la cité des Inhumains. Après un quiproquo, il s'unira à la chose pour contrer une menace en rapport avec ces événements, à savoir Graviton. Ce récit est culte car Black Bolt est à son apogée en termes de charisme et de puissance. David Michelinie en profite pour travailler le personnage qui reste bien conscient de son potentiel destructeur et qui, tout au long du récit, travaillera sur lui-même pour se contrôler et essayer de prendre les bonnes résolutions à l'opposé d'un graviton en perdition. Le dénouement est intense et seul Black Bolt saura faire la différence. Enfin, des postures du roi d'Attilan esquissées par Jack Kirby sont reprises par les dessinateurs au sein de cette histoire comme un véritable plébiscite au créateur du leader des Inhumains. Des personnages atypiques, une épopée monarchique à potentiel, et pourtant une ligne éditoriale sans réelle ambition qui a plombé l'essor des Inhumains au sein de l'univers Marvel. Même si certains d'entre eux ont réussi à s'extirper et à connaître quelques faits d'armes glorieux, les apparitions des Inhumains se feront essentiellement au travers des 4 Fantastiques publiés dans le format Nova aux éditions Lug. Côté cinéma, Flèche Noire a été vu rapidement dans le dernier film du Doctor Strange, mais il pourrait de nouveau revenir au sein du MCU, tout comme dans les récits à venir de la maison d'édition. Ce serait sans doute la seule apparition d'un des personnages de la famille royale. Mais pour les puristes et les fans de la première heure, le personnage ne correspond plus vraiment à ce qu'il a été à l'origine, notamment dans ses capacités surhumaines. En effet, celles-ci ont été amoindries, voire quasiment non utilisées ou supprimées, réduisant le héros à sa plus simple expression. Peut-on imaginer Superman sans sa vision calorifique? Non. La seule hypothèse valable de réduire les capacités surhumaines de Black Bolt que nous pouvons imaginer tient au fait de la volonté de Marvel, à une certaine époque, de remplacer les X-Men par les Inhumains pour des questions de droits d'exploitation cinématographique. Il fallait rendre l'inhumain plus humain, et en réduisant ses capacités intrinsèques, cela permettait aux nouvelles générations de consommateurs de comics marveliens d'avoir une lecture plus facile du héros, mon handicap et ma plus grande force. Existe donc la manipulation des électrons ambiants, on simplifie le personnage à outrance. C'est une erreur, car ce qui fait de Black Bolt un héros différent des autres ne tient pas simplement à ses seules capacités soniques, assez facilement maîtrisables, puisqu'il lui suffit de se taire. C'est justement parce qu'il possède un pouvoir bien plus grand, bien plus complexe et étendu qu'il est attrayant. La manipulation d'électrons, rendue plus facile par son antenne frontale, est une source de puissance sans pareil et pas réellement explorée jusqu'alors par des scénaristes. Avec l'arrivée des 4 Fantastiques sur grand écran, l'apparition du multivers, on peut toujours croire au miracle et le retour attendu de ces héros, si bien sûr, ils conservent leur charme originel. Un grand merci à CapFab de Black Bolt Monarch of Inhumans qui a entièrement écrit cette vidéo pour la chaîne. Je vous mets le lien en description. Allez voir sa page Facebook, elle est riche en informations et en illustrations, car cette vidéo n'est qu'un tout petit résumé de ce qu'il y a à apprendre sur la saga des Inhumains. Merci à toi mon cher Fab, ce fut un plaisir de travailler avec toi.